Ciprusko mahamuglicin kamnistonda ona lauri. La mythologie grecque raconte qu'Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour et de la volupté, naquit un jour de l'écume de la mer. Et lorsque, sortant de l'onde, elle mit le pied sur la côte de Chypre, les gouttes qui ruisselaient de son corps sur le rocher se transformèrent en fleurs. C'est là que furent élevés des temples à la déesse que l'Antiquité invoqua sous les noms d'Aphrodite, d'Astarté, de Vénus, et sous celui de Cypris la Cypriote que lui donnait Homère. Puis, sur ces rives païennes, débarquèrent saint Paul et saint Barnabé, chargés par le Saint-Esprit lui-même, comme il est dit dans l'Écriture, d'évangéliser l'île. Ensuite, ce fut le tour de Sainte Hélène, impératrice romaine convertie au christianisme, qui fit faire des fouilles à Jérusalem et retrouva les reliques de la Sainte Croix. Elle reçut en rêve la mission d'élever une église pour y abriter ses vénérables reliques. Et elle choisit pour la construire le sommet d'une montagne dominant l'île, le Stravovouni, c'est-à-dire la montagne de la Croix. Au Moyen-Âge, l'île de Chypre se dressait comme un bastion avancé, commandant les abords de la Terre Sainte, une escale pour les flottes des croisés, et aussi une proie convoitée par les petits monarques dont les flottes écumaient la Méditerranée en ces temps de piraterie. C'est là que s'arrêta le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, pour épouser la reine Bérengère, avant de tenter de reconquérir la ville sainte. À la suite des croisades, l'île resta aux mains des Lusignans, une noble famille venue du Poitou. Les Lusignans d'outre-mer, comme on les appela, donnèrent à Chypre 3 siècles de splendeur et de prospérité. Ils firent construire de magnifiques cathédrales, et les riches marchands de l'époque pouvaient donner en dot à leurs filles des bijoux plus précieux que ceux de la reine de France. Mais du peuple qui habitait l'île à cette époque, nous ne savons rien. Sous la domination vénitienne, toute cette magnificence fut livrée au pillage. L'île devint un avant-poste militaire, les ports des nids de pirates. Les Vénitiens rasèrent les forêts pour construire des navires de guerre. Mais du peuple qui vivait là, nous ne savons rien. Puis vinrent les Turcs. Pendant 300 ans, l'esprit de l'Orient s'étendit sur l'île. Les minarets surgirent bizarrement au-dessus des toits gothiques des cathédrales chrétiennes. Mais du peuple qui hantait les montagnes et les plaines, nous ne savons toujours rien. Chypre est comme une bague que ses possesseurs se repassent de main en main. Le phénicien et le grec, le romain et l'égyptien, le vénitien et l'ottoman, tous s'en sont parés. Puis en 1878 vint l'anglais. Chypre est maintenant une île du Commonwealth britannique. Et le peuple qui l'habite n'est plus un inconnu. Les premiers ancêtres des Cypriotes d'aujourd'hui furent des navigateurs qui, venus de la mer Égée, s'établirent sur les côtes plus de 1000 ans avant l'ère chrétienne. Mais au cours des siècles, leur sang se mêla à celui des divers envahisseurs. Nicosia, la capitale que fondèrent les Lusignans,
est une petite tour de Babel, où l'on entend parler non seulement le grec et le turc, mais aussi l'anglais, l'arménien, le français et l'arabe. Le chrétien y coudoie le musulman. Dans l'enceinte des vieux murs jaunes de la ville, dans les étroites ruelles ombreuses où se cachent les boutiques des artisans et des marchands, on est au cœur de l'île. Nicosia est en même temps que le plus grand centre économique de Chypre, le siège du gouvernement colonial britannique. Pourtant, il faut s'enfoncer dans les campagnes pour retrouver le véritable caractère de ce peuple qui, avant les progrès récents des moyens de communication, n'avait que peu de contact avec le monde extérieur et pour cette raison même a conservé son originalité et ses traditions. Ici, comme partout, le village a son église, son prêtre, ses enfants et ses animaux, ses femmes qui s'affairent à leur besogne. Et toute la famille accompagne le paysan qui va labourer son champ. Depuis 2000 ans, sous la domination de maîtres divers, passant de la magnificence à la pauvreté et de l'indifférence à la tyrannie, ces mêmes paysans n'ont cessé d'entretenir patiemment la vie de l'île, avec les mêmes outils primitifs qu'employaient leurs aïeux. Ils ont arraché leur nourriture à une terre sèche, difficile et souvent avare. Mais des siècles de culture routinière ont épuisé la terre. Et cette terre autrefois fertile et généreuse s'est appauvrie d'année en année. Peu à peu, les arbres, dont les racines fixaient le terrain et retenaient les eaux de pluie, disparurent sous la hache des constructeurs de navires et de palais, ou se consumèrent dans l'âtre des paysans. Privés d'ombrage, le sol se desséchait sous l'ardeur prolongée du soleil d'été, et l'hiver les pluies torrentielles creusaient de profonds ravins, emportant à la mer les couches de terre arable et laissaient le rocher à nu. Et partout où la moindre végétation tentait de pousser, elle était immédiatement détruite par la dent des chèvres.
Pour un chevrier comme Vassos Mavrandonis, tout ce qui est verdure est bon à nourrir son troupeau, et surtout les jeunes pousses dont les chèvres sont friandes. Mais pour Nikos et les autres cultivateurs du village, la dent des chèvres errantes est un fléau pire que la peste. En une demi-heure, un seul troupeau peut ravager la récolte d'une année. Nico, Nico, Debucci, ήρθαμε και πήγες και τρώνε τις ελιές μας. Ας το μιλάμε τώρα τον... Α! Λίσο! Μάτα ποιος μου δεν σε φέρνω, να το δες σε εσά μέσα. Σάια παύρο ιερή με σε φάετε μας τα σπαρτά μας είναι αμόντουτα. Ποιος είναι ο Ράντουδος ο άνθρωπος που τα φέρε τα μέσα. Α, ματιά ο κασού. Αν τρέχουνε τίποτε ποιος. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les relations soient assez peu amicales entre le cultivateur et le chevrier. Nikos est enflammé de toute la colère d'un homme qui voit disparaître en un instant le fruit de plusieurs mois d'efforts pénibles. Et Vassos a tout l'entêtement et la férocité d'un mangeur de lotus qu'on vient d'arracher brusquement à son sommet. Mais Nikos n'est pas seul à se sentir indigné, et la dispute n'en restera pas là. Tout le village se réunit pour trancher une fois pour toutes l'épineuse question des chèvres. Et l'on examine le pour et le contre. Les chèvres, disent les uns, ont toujours existé. C'est leur lait qui nourrit les enfants. Et il n'y aurait pas de noces ni de fêtes sans un rôti de chevreau. La chèvre est un danger public, répliquent les autres. Partout où elle passe, rien ne repousse plus. Supprimons les chèvres. Alors Nikos prend la parole. Croyez-vous que je vais suer toute une année à gratter la terre pour nourrir les chèvres de Vassos? J'aurais plutôt fait de jeter ma semence dans le puits, et ma femme et mes enfants avec. Oui, disent les villageois, il faut protéger nos moissons. C'est la fertilité du sol qui nous nourrit, et non pas un peu de viande de chèvre. Et l'on décide de mettre les chèvres hors la loi, dans les limites des terres cultivées, sauf si elles sont tenues attachées. Les chevriers pourront aller garder leurs troupeaux dans la montagne, ou s'installer comme cultivateurs. Mais plus de chèvres en liberté autour du village. Λοιπόν, παιδιά, ακούσαμε τις δύο μεριές. Τι θέλετε τώρα, να φτιάξουμε τις έγιες ή να τις αφήσουμε? Να ψηλώσουμε τέρκα τους ό,τι θέλουμε να τις φτιάξουμε. Mais cela ne fait pas l'affaire de tout le monde. Vassos Mavrandonis a toujours été chevrier. Il a bien quelques mauvais lopins de terre, mais il n'a pas le cœur de les labourer. Aussi les voilà partis, lui et ses chèvres, comme des pestiférés, vers les forêts escarpées. C'est là qu'autrefois prospérait une des plus grandes richesses de l'île. Les chèvres, les pins, les sapins et les cèdres, plus puissants et plus luxuriants que ceux du Liban. Ce sont ces forêts qui fournissent le bois dont fut construit le temple de Salomon. Et la coque des bateaux vénitiens était faite de ces troncs. Mais depuis ces temps lointains, la forêt s'est beaucoup appauvrie. À l'ombre de la cime neigeuse du mont Olympe, au flanc des ravins étroits où coulent les torrents, s'accrochent les demeures des chevriers, qui de temps en temps mènent paître leurs troupeaux à travers la montagne. Et là aussi, la dent des chèvres a fait des ravages. Dès qu'une jeune pousse sortait de terre, les bourgeons en étaient impitoyablement dévorés. Les vieux arbres restaient, mais ils n'en poussaient pas de nouveaux. Ces villages isolés du reste du monde sont sauvages et rudes. Depuis des siècles, leurs habitants n'ont vécu que de leurs troupeaux, se nourrissant de leur lait et de leur viande, se vêtant de leur peau.
quelques années, l'existence de ces montagnards a rapidement changé. Des mesures ont été prises pour protéger la forêt, qui constitue une richesse appartenant à toute la communauté. Soit par persuasion, soit par le rachat des troupeaux et des droits de pâture, le gouvernement arrive progressivement à faire disparaître les chèvres de la région pour entreprendre des travaux de reboisement. Certains des habitants s'opposèrent quelque temps à ce changement de leur vie traditionnelle. Mais peu à peu, ils s'accoutumèrent à une existence nouvelle. Les uns sont devenus cultivateurs, d'autres charbonniers. Car dans cette île privée de houille, le charbon de bois est le principal combustible. D'autres se sont mis aux travaux forestiers. Ils font des coupes, élaguent, transplantent, car il faut reboiser les pentes trop longtemps désolées par la négligence et l'incendie. Ces montagnards à la vue perçante font d'excellents veilleurs. Perchés sur les pics les plus élevés, ils guettent le plus mince panache de fumée. Les causes d'incendie sont multiples, mais la torche d'un chevrier mécontent est une des plus redoutables. Vassos est une forte tête, comme il y en a dans chaque village. Et il en a gros sur le cœur. Si la forêt ne veut pas de ses chèvres, il se vengera d'elles. Ça et là, parmi les étendues boisées, quelques emplacements dénudés et calcinés témoignent que plus d'un Vassos a déjà tenté d'assouvir sa rancune aveugle. Car dans ce pays accidenté où les chemins sont rares, on n'arrive pas toujours à éteindre l'incendie dès qu'il se déclare. Et le feu se propage rapidement parmi ces essences résineuses surchauffées au soleil. Vassos aime l'oisiveté de la vie pastorale et il a pris l'habitude de se coucher à l'ombre, tandis que ses chèvres gagnent sa vie aux dépens des arbrisseaux. Mais cette fois-ci, il ira se reposer quelque temps à l'ombre des murs de la prison. Cependant, dans la plaine, les paysans luttent contre leur éternel ennemi, la sécheresse. Pour empêcher les récoltes et les animaux de mourir de soif, il faut aller puiser l'eau au maigre ruisselet, s'il n'est pas encore tard. La lutte pour l'eau devient le sujet de lourdes rivalités et de bien des disputes.
Mais voici que cet angoissant problème de l'arrosage qui se pose à nouveau chaque année depuis des siècles, pour tous ces paysans dont la vie dépend de quelques gouttes d'eau, voici que ce problème va se trouver tout à coup résolu. Au-dessus du village, entre les rives resserrées du torrent, les ingénieurs ont projeté de construire un barrage qui permettra d'accumuler 50 000 mètres cubes d'eau. Non seulement les champs anciennement exploités pourront être abondamment irrigués, mais les terres situées trop haut pour être arrosées par les procédés anciens vont désormais recevoir l'eau qui les fertilisera. Les villageois participeront aux frais de l'entreprise, la main-d'œuvre ne manquera pas, et le gouvernement fournira le complément des capitaux nécessaires. Enfin, grâce à l'effort de tous, le barrage est achevé. Ce qui était autrefois le lit pierreux d'un torrent à peu près à sec pendant 8 mois de l'année est maintenant un vaste lac, capable d'étancher la soif de larges étendues de terrain qui avaient perdu le goût de l'eau. Et Vassos, de retour à son village natal, voit avec étonnement la végétation prospérer au flanc des terres dont naguère l'ardeur du soleil d'été faisait un désert. Et il comprend que maintenant, il peut ensemencer son champ, autrefois déshérité. Il a perdu son troupeau de chèvres, mais il a trouvé l'eau. Car l'eau ici, c'est la vie, puisqu'il ne faut pas compter sur la moindre averse pour arroser la plaine durant les mois d'été. Du moins, l'eau des rares pluies qui tombent sur les sommets sera-t-elle recueillie et canalisée jusqu'à la racine même des plantes.
Après des siècles de dénuement, un vaste plan est mis en œuvre pour restituer à Chypre son ancienne fertilité. Déjà l'ennemi numéro 1, la chèvre, a cessé d'être un danger. Les montagnes et les plaines ont été reboisées. Mais le climat de l'île est sec et il reste beaucoup à faire. Et cependant, exploitant ses vergers et ses vignobles, partout où il trouve une parcelle de terre cultivable et de l'eau, le chypriote arrache au sol sa nourriture. L'île de Chypre vit de ses propres ressources. Les insulaires produisent le pain qu'ils consomment et les quelques denrées nécessaires à leur vie simple. Le froment et l'orge de la vaste plaine de la Messoaria, les citrons et les oranges de Famagusta, de Lefka et de Lapitos, les amandes, les caroubes et les olives, d'où les meules en pierre font jaillir une huile généreuse. Le bois de charpente et de chauffage des forêts du Troodos et du Psoka. Le vin de Chypre aussi réputé et l'eau de vie des vignobles de Strombie et de Limassol. Le tabac et les cigarettes des fabriques de Nicosia et de Larnaca. Les cocons de verre à soie dévidés dans les filatures de Paphos. C'est de tout cela qu'est faite la richesse de l'île. Et lorsque sonnent les cloches de Pâques, les habitants se réunissent pour se délasser au milieu des chants et des danses de toute une année de labeur et donner libre cours à leur joie de vivre sous le ciel lumineux de Chypre.